La maire de Paris, Anne Hidalgo, est en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue hier jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel à Abidjan, dans le cadre du séminaire sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida organisé ici à Abidjan, par la ville de Paris. Ce vendredi 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème cette année est s'unir pour mettre fin à la tuberculose. La maladie est en nette régression en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans quelques instants. Le nouveau président somalien a appelé hier jeudi la communauté internationale à augmenter son aide pour surmonter la famine qui menace son pays et qui pourrait miner les espoirs nés des élections pacifiques qui l'ont amené au pouvoir. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, la maire de Paris, Anne Hidalgo, est en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue hier jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Anne Hidalgo est à Abidjan dans le cadre du séminaire sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida organisé ici à Abidjan par la ville de Paris. Viviane Aïmen. Initiatrice du séminaire sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida destiné aux villes africaines francophones qui s'est ouvert ce jeudi 23 mars ici à Abidjan, la ville de Paris et sa maire Anne Hidalgo, qui a été reçue ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La maire de Paris n'a pas caché son admiration pour le président de la République Alassane Ouattara. Elle a félicité son ouverture et son volontarisme et a salué son engagement à réduire la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Un grand président, un grand ami de la France qui porte avec beaucoup de volontarisme et aussi d'humanité les grands défis qui sont ceux, pas simplement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique et plus largement de toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, attachés à faire grandir aussi le bien commun, le bien-être de nos concitoyens. Donc c'est un grand honneur que d'avoir pu le rencontrer. Bien sûr, comme nous avons ce matin avec Madame la ministre de la Santé ouvert la conférence relative à la question du sida, à l'engagement des villes sur la lutte contre le VIH. Donc nous avons évoqué ce point sur lequel il y a un engagement aussi extrêmement fort du président de la Côte d'Ivoire, mais aussi de Madame la Première Dame qui est très engagée sur ces questions. Anne Hidalgo a indiqué avoir abordé avec le président Alassane Ouattara des sujets se rapportant aussi bien à l'actualité immédiate qu'à la politique au plan social et du développement. Entretien qu'elle a qualifié d'enrichissant. Parlons maintenant de l'engagement des maires francophones dans la lutte contre le VIH-Sida et c'est avec notre reporter Vénonce Emmanuel. Plus d'1 400 000 personnes dépistées positives au VIH ne sont pas sous traitement en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui constitue un danger pour les personnes non porteuses du virus. Pourtant, l'on peut réduire de 96% le risque de transmission si les concernés sont sous traitement. Ces propos sont du directeur exécutif de ONU-SIDA à l'ouverture du séminaire international sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida. On donnait 18 comprimés aux malades il y a quelques années. Aujourd'hui, on donne 1 comprimé par jour. Bientôt, on ne donnera qu'une seule injection tous les 6 mois. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre la maladie. C'est un combat pour le développement. C'est un combat pour faire en sorte que les laissés pour compte aient accès aux services. En initiant ce séminaire international, les maires francophones veulent élaborer la meilleure stratégie pour freiner ce mal. Le mécanisme 90-90-90, c'est-à-dire donner la chance à tous ceux qui sont malades du sida d'être identifiés comme tels, d'avoir les traitements et d'avoir une insertion sociale des plus solides. Le maire de Paris, Anne Hidalgo, par ailleurs présidente de l'association des maires francophones, veut engager toutes les municipalités dans ce combat commun. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et qui doivent absolument
entraîner une vraie alliance, une vraie coalition de toute notre société. L'État ivoirien est déjà engagé dans cette lutte contre le VIH-Sida. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le budget alloué à cette lutte connaît chaque année une hausse. En 2016, le gouvernement mettait à disposition 4,2 milliards de francs CFA. En 2017, la ligne qui est affectée à l'achat des médicaments et intrants est passée à 21 milliards de francs CFA. Plusieurs maires des communes d'Afrique francophone, notamment de Cotonou, de Bamako et de Ouagadougou, ont effectué le déplacement pour cette rencontre internationale. Deuxième grand titre de cette édition, ce vendredi 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, occasion de faire le bilan des actions menées sur le terrain. Le thème cette année est s'unir pour mettre fin à la tuberculose. La maladie est en nette régression en Côte d'Ivoire, nous dit le directeur coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre la tuberculose, Godefroy Okambawa, Patricia Omouetia. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose se célèbre chaque année le 24 mars pour sensibiliser au fardeau que représente cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de faire le point sur les efforts de prévention et de soins. L'État s'est engagé donc à un financement accru et durable. Également aussi les partenaires donc, techniques et financiers qui accompagnent donc l'État dans cette lutte. Il y a la formation donc, des ressources humaines. Il y a tout ce qui est aspect équipement donc, des centres de prise en charge, un appareil de radiographie, un microscope, tout ça pour le diagnostic donc, de la tuberculose. Des actions sont donc menées afin de renforcer la prise en charge des malades. La prise en charge est totalement gratuite. Voilà, du diagnostic jusqu'au traitement. L'État en tout cas fait d'énormes efforts. Un malade suspect, on va dire, ou bien un cas présumé de tuberculose qui arrive dans un centre de prise en charge aujourd'hui, est prise en charge sans débourser en tout cas le moindre centime. Grâce aux campagnes de sensibilisation, l'on constate un recul de la maladie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a en moyenne un peu plus de 21 000 malades sur l'ensemble du territoire par an. Autour de 16 000 à 18 000 arrivent à guérir. Malheureusement, on a encore 2 ou 3 000 décès. Il est clair que depuis quelques années, il y a une tendance baissière au niveau donc de la tuberculose. L'occasion est donnée au cours de cette journée de mobiliser les partenaires, la population et les parties prenantes à faire de la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire une priorité. À Abidjan, pour un séminaire international sur les stratégies municipales de lutte contre le VIH-Sida, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été faite citoyenne du district d'Abidjan avant de recevoir les clés de la ville. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan. L'organisation non gouvernementale Children of Africa a reçu 15 000 paires de lunettes en Allemagne. La fondation de la première dame, Mme Dominique Ouattara, va pouvoir mener aisément des actions dans le domaine de l'ophtalmologie. Abiba Dambélé-Saoué. 15 000 paires de lunettes de vue pour la fondation Children of Africa. Pour ce geste de haute portée humanitaire, des ministres, diplomates, universitaires et opérateurs économiques se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'hôtel Stangenberger de Stuttgart. Au nom de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire près la République fédérale d'Allemagne, l'ambassadeur Léon Kakou-Adom a rendu un vibrant hommage à la première dame de Côte d'Ivoire pour son engagement pour la dignité et le bien-être des personnes démunies. En réponse, Mme Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste qui contribuera au bien-être des populations. Je voudrais saluer ici l'heureuse initiative de M. l'ambassadeur Léon Kakou-Adom et du consul honoraire Dr Christopher Hahn et remercier les généreux donateurs pour cet important don de lunettes. En effet, en offrant ces 15 000 paires de lunettes pharmaceutiques à la Fondation, vous contribuez à soulager des milliers de personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants, qui en bénéficieront gratuitement lors du passage de la prochaine caravane ophtalmologique de Children of Africa, programmée pour le mois d'avril 2017. Elles pourront également être distribuées aux différentes structures humanitaires avec lesquelles nous travaillons. Elle a profité de cette tribune pour présenter les différents domaines d'intervention de sa fondation. La présidente de la fondation Children of Africa a surtout insisté sur l'ouverture très prochaine de l'hôpital mère-enfant de Bingerville et sa disponibilité à accueillir dans le cadre d'un partenariat des professionnels de la santé d'origine allemande.
Signalons que la République fédérale d'Allemagne était représentée à cette cérémonie par le ministre des Affaires sociales et de l'intégration de l'État de Baden-Württemberg, Manfred Lücker, et du directeur général du ministère de l'économie de l'État de Bavière. Autre sujet, l'exécutif ivoirien se prépare activement dans la perspective du prochain sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra ici à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Hier jeudi, après-midi, des membres du gouvernement se sont réunis autour du vice-président Daniel Kablan-Duncan pour évaluer les préparatifs. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hier jeudi, il a accordé des audiences à des hommes d'affaires tunisiens et turcs. La délégation tunisienne veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire. Quant à la délégation turque, elle est en mission de prospection. À Tunis comme à Abidjan, une conviction demeure. Seul un tissu de petites et moyennes entreprises PME dynamiques et compétitives peut mener la Côte d'Ivoire et la Tunisie à un développement économique. C'est cette conviction qui a conduit une délégation de patrons des PME tunisiennes chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Composée de 22 membres, cette délégation est venue traduire au chef du gouvernement la nécessité d'accentuer la coopération avec les PME ivoiriennes. On est confiant quant aux relations historiques et privilégiées entre nos deux pays. Nous voulons qu'aujourd'hui le niveau de partenariat économique soit à la hauteur de la qualité de ces relations exceptionnelles et à la hauteur de l'ambition que nous portons tous pour nos deux pays et notamment pour répondre aux aspirations des plus jeunes et les acteurs économiques et des PME, parce que le tissu économique est composé quand même principalement de PME et nous avons également beaucoup d'intérêt à apprendre de l'expérience ivoirienne et de voir beaucoup de choses qui sont déjà en cours, qui ont donné des résultats. Nous sommes là également pour partager ces expériences et pour voir ce qui marche ici et là et faire en sorte que ce soit bénéfique pour les deux côtés. Peu après la délégation tunisienne, Amadou Gon Coulibaly a reçu le président du conseil d'administration de Polymec. L'entreprise leader du secteur de la construction en Turquie est classée 40e mondiale, s'est dit intéressée par la destination Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage de Traoré Mahama et Jean-Jacques Kwame à se communiquer avant de poursuivre cette édition. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, CIJP, informe l'ensemble des professionnels des médias de l'ouverture de la session extraordinaire de délivrance de la carte au titre de l'année 2016-2017. Les demandes d'attribution ou de renouvellement seront reçues du mercredi 22 mars, mercredi dernier donc, au mercredi 5 avril 2017 au secrétariat permanent de la dite commission, sise à la cité administrative Tourcé, 17e étage, porte 28. Tous les postulants issus de la presse en ligne sont priés de joindre à leur dossier le contrat de bail et le registre de commerce. Revenons sur le Salon international du tourisme en Allemagne qui a pris fin il y a de cela quelques jours. Ce salon a permis de vendre la destination Côte d'Ivoire, ce qui va mobiliser les participants étrangers au Salon international du tourisme d'Abidjan. Delphine Blas. Vente de beurre de karité, de tenues traditionnelles, bref, à la foire de Berlin, également on discute, on échange, on essaie de convaincre les indécis. Tout ça dans un environnement où les affiches parlent d'elles-mêmes. L'objectif est de conquérir le marché allemand et le tour est joué. Les opérateurs ivoiriens retournent à Abidjan avec beaucoup d'opportunités dans leur bagage. Pour cette saison 2017, en tout cas, je peux dire que c'était très bien. J'ai quand même pu récolter assez de choses. J'ai déjà au moins dans ma poche 2 à 3 tours opérateurs de façon très concrète qui sont prêts à vendre la destination Côte d'Ivoire. ITB Berlin a fermé ses portes il y a 10 jours. Place ici au CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. L'événement est lancé ce vendredi avant l'ouverture officielle en avril. Côte d'Ivoire Tourisme compte donc gagner le pari de l'organisation du CITA, prévu du 28 avril au 1er mai à Abidjan.
Justement, la cérémonie de lancement de la 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2017 a lieu ce vendredi 24 mars à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'entrepreneuriat est une solution au chômage et à la pauvreté. C'est le thème de la 3e édition de la Foire internationale d'Abidjan. Cette année, les jeunes porteurs de projets d'entreprise seront primés. Le pays invité d'honneur est le Nigeria. Moussa Konate. La Foire internationale d'Abidjan, plateforme d'échange entre opérateurs commerciaux. La 3e édition de ce rendez-vous économique et touristique fait un point d'honneur à l'entrepreneuriat jeune. D'où le thème « L'entrepreneuriat, une solution au chômage et à la pauvreté ». La particularité de cette édition, c'est le prix FIA des jeunes entrepreneurs que nous avons lancé. Nous avons reçu beaucoup de projets. Le jury va sélectionner et parmi ces projets, 3 seront financés. Un projet dans l'agriculture, un projet dans le NTIC et un projet dans le commerce. C'est ça notre objectif. Envoyer des personnes, des entreprises, des chefs d'entreprise à faire confiance à nos frères ivoiriens qui ont décidé d'investir, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après le Maroc, l'édition précédente, le Nigeria est le pays invité d'honneur. La Foire internationale d'Abidjan se présente donc comme un cadre de renforcement de l'intégration. Que les exposants puissent nouer de nombreux contacts, je veux dire d'affaires, aussi bien entre les Nigérians et les Ivoiriens, et également entre les Marocains, les Algériens et les Ivoiriens. Parce que ce que nous promouvons aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est le partenariat entre les opérateurs économiques. Il faut que l'intégration des opérateurs économiques soit effective. Déjà, les relations entre les gouvernements sont très bonnes. Maintenant, on essaie de diversifier, d'aller dans le côté commercial pour augmenter les recettes du pays. On compte être de plus en plus présent dans les affaires des Ivoiriens. Donc, apprêtez-vous. Environ 300 exposants venus de plusieurs pays africains vont présenter leur savoir-faire commercial et tenter de séduire la clientèle abidjanaise du 22 au 4 avril. Allez, toute autre chose à présent, la direction générale du budget et des finances se veut plus moderne. Elle a procédé au lancement de sa démarche qualité. C'était en présence de notre reporter Justine Seydjike. La Direction générale du budget des finances DGBF engagée pour la démarche qualité. Il s'agit pour elle d'adopter les standards internationaux d'amélioration des services conformément à la dite démarche en vue de la certification de ces directions. Il s'agit pour nous de doter notre administration d'un véritable système de management de la qualité, ce qui implique qu'elle soit orientée et contrôlée à partir d'activités coordonnées, comme l'indique la norme ISO 9001, version 2015. Ce processus de certification dure 15 mois et démarre par une phase pilote au sein de la Direction des marchés publics DMP qui a satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 après l'audit diagnostic de toutes les structures de la DGBF réalisé du 23 septembre au 7 octobre 2015. Cette réforme est d'autant plus importante que depuis quelques années, l'administration publique de façon générale a entamé la mise en œuvre du management de la qualité qui occupe une place de plus en plus importante dans ces politiques de modernisation. Tous les agents du ministère du budget et du portefeuille de l'État et surtout ceux de la DGBF sont donc invités à plus de dynamisme pour la certification de l'administration financière publique. Autre information, dans le cadre de ces activités, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige a organisé une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Elle vise à prévenir les élèves sur les dangers de la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire. Davis Oyo, Franck Quadio. Plus de 60% d'élèves avouent avoir consommé de la drogue ou autres stupéfiants, selon une récente étude menée par le ministère de l'Éducation nationale. Pour réduire cette donne, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige apporte sa contribution à la lutte contre ce fléau. Pour cette année, nous avons décidé, pour tous les établissements que nous visitons, d'installer une cellule de lutte anti-drogue pour qu'après notre passage, le message soit encore véhiculé au quotidien auprès de ces établissements. Au sein de ces cellules, les responsables des établissements, les responsables des élèves de l'établissement en question et les parents d'élèves
Donc on se dit qu'avec ces 3 acteurs majeurs, la cellule pourra vivre et porter le message au-delà même de notre passage. Pour freiner l'avancée de la drogue à l'école, la Jeune Chambre internationale Prestige reçoit l'appui de la direction de la police des stupéfiants et des drogues et l'ensemble des acteurs du système éducatif des établissements scolaires. Nous sommes venus leur parler cet après-midi des risques qu'ils encourent si ça donne soit à la consommation, soit à la vente, soit au trafic de la drogue. Le phénomène est aujourd'hui réel dans nos cités urbaines. De mieux comprendre ce phénomène, mais nous devons aussi leur montrer les dangers qu'ils courent en consommant ces produits. Sensibilisation qui réjouit les élèves. Cette sensibilisation aujourd'hui pour la journée de drogue au milieu scolaire, c'est une bonne initiative parce qu'elle va permettre aux élèves de prendre conscience, parce que c'est vraiment qui nuit à la vie, qui détruit même l'intellect. Pour cette année, la Jeune Chambre internationale Prestige a débuté ses campagnes de sensibilisation depuis le 16 février dans divers établissements scolaires. La Jeune Chambre internationale de Séguéla, elle est à pied d'œuvre dans la région du Ouorodougou pour sensibiliser et encourager les populations à scolariser les jeunes filles. On en parle avec Konaté Ngana. Au cours de cette cérémonie de sensibilisation, la présidente de la Jeune Chambre internationale de Séguéla et la marraine Aminata Diomandé ont fait des communications sur les avantages de la scolarisation de la jeune fille. Une exhortation appuyée par un message de fermeté de la part du sous-préfet de Séguéla. L'administration préfectorale du Ouorodougou sera intraitable à l'égard de tout parent qui refusera de scolariser son enfant et surtout ses jeunes filles. Car la loi prévoit la prison pour tous ceux qui refuseraient de scolariser leurs enfants. Ouattara Honorine, proviseur du lycée des jeunes filles de Séguéla, dont certains des meilleurs élèves ont été récompensés, a salué cette initiative avant d'exhorter toutes les populations à scolariser les filles. C'est l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à tous nos parents, à toutes nos mamans, à tous nos papas. Mettons nos filles à l'école, contribuons à leur réussite et je dirais même à notre réussite. Elles sont des investissements sûrs. La Jeune Chambre internationale de Séguéla compte intensifier sa politique relative à la scolarisation de la jeune fille par des mesures de protection et de sensibilisation des populations rurales. Les 8e Jeux de la francophonie vont se dérouler du 21 au 31 juin de cette année ici à Abidjan. Le comité national de ces Jeux a désigné la RTI comme radio-télédiffuseur hôte pour se charger de la couverture médiatique de l'événement et de sa diffusion dans le monde entier. Pour réussir cette mission, la RTI a acquis du matériel très performant. Wilfried Emangivé. La Côte d'Ivoire à l'honneur, Abidjan, sous le feu des projecteurs. Cerise sur le gâteau, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, désignée par le Comité national des Jeux de la francophonie comme radio-télédiffuseur hôte, RTDH, des 8e Jeux de la francophonie. Ce défi, la RTI entend le relever afin de permettre aux 500 millions de téléspectateurs de ne rien manquer de ce grand événement sportif et culturel. Pour tenir le défi, la direction générale de la RTI ne ménage aucun effort. Direction, la France, Paris, Vidéléo. Objectif, l'acquisition d'un camion de production, de retransmission et d'une régie numérique Fly Haute Définition. Le dernier cri en termes de matériel de production roulant. C'est une technologie de dernière génération qui fait vraiment de la télé. Nous sommes pratiquement dans un système à 3D en fait. Ils sont 4 ingénieurs de la RTI envoyés en mission de formation en vue d'acquérir la maîtrise de cette technologie haute définition sous le regard du directeur général de la RTI. Aujourd'hui, sans les moyens techniques adaptés, il est difficile de satisfaire le téléspectateur qui s'est de plus habitué à avoir des images de qualité avec des chaînes internationales qui disposent de moyens très importants. Donc il est important pour nous de pouvoir avoir le même type d'équipement et en plus de pouvoir former nos collaborateurs. C'est pour ça que je suis satisfait de les voir en train d'être formés pour pouvoir maîtriser cette technologie. Donc je voudrais vraiment remercier les autorités, en premier lieu le président de la République, pour avoir permis d'acquérir ce matériel et garantir que nous en ferons le meilleur usage possible.
Prise de contact avec les agents en formation et leurs formateurs. D'accord, vous avez déjà fait la cahier des tests et tout ça? Oui, c'est ce qu'on déroule. À l'arrière du car, on déploie tous les équipements de plateau. Matériel de pointe, renforcement de capacité pour événements de taille. La radiodiffusion télévision ivoirienne se donne les moyens de se positionner à la hauteur des 8e Jeux de la francophonie, à un événement sportif et culturel planétaire. Revenons en Côte d'Ivoire. Du 24 au 27 mars 2016, la ville de Bouna avait été secouée par une crise entre éleveurs et agriculteurs. Un an après cette crise qui a fait des morts, l'on se demande comment va la ville de Bouna. Comment va cette ville? Donc, voyons la réponse avec Astou Touré. Il y a un an, jour pour jour, une crise communautaire avait éclaté entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Bouna. Cette crise avait engendré de nombreux morts et plusieurs blessés. Un an après, quel constat faut-il faire? Il n'y a plus de problème. Bon, on attend de prier Dieu toujours pour qu'il y ait toujours la paix. Je constate que ça va. Ça va parce que moi, je suis dans un quartier lobby. Ça va. Auparavant, eux, ils avaient les marchés quelque part. Mais dans ces 2 temps-là, ils viennent au marché ici. Je vois que tout va bien. Quand nous arrivions, je crois, les 2 mois qui ont suivi, il y avait une crise vraiment entre Lobby et Peul. Et après, ça a dégénéré Koulango. Et par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à s'améliorer. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense bien que ça va. Les 3 peuples se sont réconciliés après la venue du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et je pense que jusqu'à ce jour, ça va, il y a du mieux. Des actions avaient été entreprises par le président de la République avec les différentes parties prenantes en vue d'un retour à la paix. Le message a été bien perçu par les jeunes. Cette crise a été gérée vraiment de façon sage et de façon responsable. Nous avons organisé des rencontres entre les différentes communautés de jeunesse, échanger pour pouvoir trouver l'entente. Aujourd'hui, il y a l'entente entre la jeunesse de Bouna. Pour le chef de la communauté Lobby, cette crise n'aurait jamais dû se produire. Il pense qu'il faut tout de suite mettre fin aux rumeurs. Aujourd'hui, la méfiance, il n'y a plus de méfiance entre nous. On se parle, on se frotte, on se côtoie, on fait tout ensemble. Toutefois qu'il y a des difficultés, c'est de s'adresser à lui en tant que chef Lobby et on fait suivre la procédure normale. La communauté Peul a payé le lourd tribut de cet affrontement. Et pour le roi Djarakoroni II, chef de terre, le temps a pansé les blessures et la paix s'est installée désormais. Toutes les populations ont compris qu'il était indispensable que nous continuions à vivre ensemble comme par le passé. Le roi n'a qu'un vœu, que Bouna ne connaisse plus jamais pareille atrocité. Il appelle les jeunes et les cadres de la région à la cohésion. Aux jeunes qui se posent comme action aujourd'hui, c'est surtout pour eux que nous le faisons. Qu'ils comprennent que la violence ne résout aucun problème. Donc qu'ils comprennent qu'il est indispensable que cette cohésion se sente en leur sein aussi, qu'ils continuent à se fréquenter comme ils l'ont toujours fait par le passé. Il a effectué plusieurs déplacements à Abidjan pour rencontrer les fils de la région, les fils et filles de la région, les cadres, pour échanger avec eux, de rechercher les voies et moyens pour maintenir la cohésion dans notre région. C'est vraiment mon vœu le plus cher est que Bouna continue à vivre dans la paix comme par le passé, et que plus jamais Bouna ne connaisse de tels problèmes, de telles atrocités. Bientôt se dérouleront les cérémonies de commémoration de l'an 1 de ce triste événement, devenu désormais un mauvais souvenir. Cérémonie qui sera marquée par des prières à l'endroit des disparus. Et cette note triste, le général à la retraite Mathias Doué, général de corps d'armée, est décédé hier jeudi à Casablanca au Maroc. Il est mort des suites d'une longue maladie. Hamza Diaby. Mathias Doué est mort ce 23 mars à l'âge de 71 ans. Ancien chef d'état-major des armées, il a fait entre 1968 et 1970 les classes préparatoires aux grandes écoles militaires françaises avant d'intégrer en 1970 l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Sorti lieutenant, il suit le cours de perfectionnement des officiers subalternes à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie de Saumur. Sa carrière commence véritablement en Côte d'Ivoire en 1973 où il est instructeur à l'école des
forces armées de Bouaké. En 2000, il est élevé au grade de général, nommé chef d'état-major des armées. Mais avant, Mathias Doué a été juge d'instruction près le tribunal militaire de 1976 à 1978, commandant du 1er bataillon blindé d'Akwedo pendant 2 ans, puis commandant du 1er bataillon d'infanterie, du 1er bataillon blindé et des camps militaires d'Akwedo de 90 à 91. En 1992, il est nommé attaché de défense près l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon. En 1995, en République populaire de Chine avec compétences sur la Thaïlande. Entre 1999 et 2000, ministre d'État chargé de la jeunesse et des sports, puis ministre d'État chargé des transports. C'est au Maroc que le 8e chef d'état-major des armées ivoiriennes, grand officier de l'ordre national, décède ce 23 mars 2017. Terminons avec cette information. Le nouveau président somalien a appelé hier jeudi la communauté internationale à augmenter son aide pour surmonter la famine qui menace son pays et qui pourrait miner les espoirs nés des élections pacifiques qui l'ont amené au pouvoir. Rappelons que près de la moitié des Somaliens sont confrontés à un manque aigu, très aigu de nourriture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.